Je vous jure que c'est vrai. Le soleil vert, c'est de la chair humaine. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. En duplex de Los Angeles et Biarritz, je suis votre hôte Jean Weber, le podcasteur sans avenir, et mes cerises sur les petits gâteaux verts sont... Philippe Sedbon, je vais pédaler un peu pour démarrer le podcast. Petit Weber, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces petits biscuits-là? Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Soleil Vert sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies. Alors, allongez-vous confortablement et choisissez votre musique préférée, tandis que je projette sur ces écrans géants des images révolues de notre belle planète et que nous allons évoquer ensemble le chef-d'œuvre de Richard Fleischer de 1973. Mais avant que Edward J. Sedbon nous raconte le pitch, un petit rappel qui a son importance, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast, en particulier sur la chaîne YouTube, la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lénoff. Et maintenant, Philippe fait un retour vers le futur et nous résume le film, le fameux pitch, comme si nous étions un grand producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. Nous sommes dans un futur très lointain, en 2022, et la Terre est arrivée à bout de ses ressources. Il n'y a plus rien à bouffer, il n'y a plus rien à boire, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien. Et donc, les gens se nourrissent essentiellement de petites plaquettes vertes qui s'appellent Soylent Green et qui sont faites de plancton. Il y a un industriel, un des patrons de Soylent Green, une des rares personnes friquées qui restent sur Terre, qui est assassiné. Donc, un policier enquête sur cet assassinat. Il va remonter très haut dans son enquête jusqu'à découvrir ce qu'est réellement le Soylent Green. Parfait, magnifique pitch. Ah ouais. Et maintenant, Francis, cinéaste et père légendaire qu'on ne présente plus, habitué de l'émission, va nous parler, tu vas nous raconter un peu ta relation avec le film, parce que c'est un film que tu m'en venais voir tout petit et qui à l'époque était un film de science-fiction. Entre-temps, c'est malheureusement devenu un documentaire et tu vas nous raconter un petit peu ta relation avec le film. C'est un film qui, je crois, te tient à cœur. C'est un grand film, mais en même temps, c'est très difficile à revoir pour deux raisons, tu vois. La première, c'est que quand un postulat, comme le postulat de Solon Green, est aussi fort, tu peux pas être surpris par la chute, parce que tu te souviens de celui-là, de quoi qu'il arrive, tu vois. Mm. C'est-à-dire que tu revois le film et tu n'as pas cette surprise de voir que c'est quand même des cadavres qu'on mange dans des biscuits. Spoiling alert. Bon, alert, pardon. Donc, moi, j'ai regardé ce truc-là en me disant que c'est un défaut qui est une qualité dans un film fort comme celui-là. Quand il y a une scène que tu ne peux pas oublier et que tu as envie de revoir, comme quand Edward G. Robinson est sur cette table où il va mourir, tu vois, bah, tu l'attends et en même temps, tu n'as plus ces larmes aux yeux que tu avais au moment où tu l'as vu. Donc, évidemment, c'est magnifique, mais c'est beaucoup moins émouvant, tu vois. Et la deuxième chose, c'est que le postulat est tellement costaud bah, que tu n'es plus surpris du tout parce qu'il se passe. Ce que tu vois, c'est les mauvais passages du film. Tu vois moins bien les bons. Moi, je sais par exemple qu'il y a des films comme Alien, où tu as, je sais pas, c'est John Hurt qui s'est fait attaquer par Alien, Mhm. et puis bon, il guérit. Et il mange avec ses copains joyeusement. Et à un moment donné, il a la tête d'un monsieur qui a un petit ennui gastrique, tu vois. On se demande ce qui lui arrive. On se dit, bon, il va le roter, ça va pas être très grave, il va le faire discrètement. Et il y a une espèce de monstre qui lui sort du ventre comme ça. Ensuite, si tu revois Alien, tu attends que le monstre sorte. Puis tu es un Ouais, peu déçu parce que ça ne te surprend pas. c'est Eh vrai. ben moi, j'ai eu un peu cette espèce de difficulté avec le film parce que je ne me suis pas rappelé cette longue traque des biscuits verts par le grand Charlton Heston, grand par la taille surtout. Mhm. Quand il passe d'un camion à un truc, il passe sur des rouleaux, il arrive dans des trucs, etc. C'est interminable, tu vois, pour Ouais. finalement découvrir qu'il ne faut pas manger ces biscuits, en fait.
Mais je vais te dire ce qui m'a frappé surtout dans le film, c'est deux choses. La première, c'est que c'est incroyablement visionnaire dans le bon sens, dans la mesure où chaque fois qu'on essaye d'anticiper ce que sera le monde, eh ben, c'est toujours des trucs très cliniques comme ça, des robots, des trucs, etc. Et là, il fait simplement une chaleur épouvantable. Et ce qui est fantastique, c'est que pour l'instant, le grand problème de l'humanité, c'est de voir fondre les icebergs, c'est de voir la chaleur s'installer petit à petit. Ça, c'est prodigieux. Et la deuxième chose qui est prodigieuse, c'est que l'industrie agroalimentaire empoisonne tellement les gens petit à petit, parce qu'il faut garder le plus longtemps les produits, dans la mesure où la population s'élargit de plus en plus. Donc ils te mettent dans les produits jusqu'à 500 additifs. Et on commence à le savoir maintenant, parce que les gens qui ont lu des livres dans le genre La malbouffe, etc., quand ils se promènent dans les magasins, regardent un peu les ingrédients qu'il y a sur les paquets. Et tu te rends compte du nombre de trucs qu'ils foutent là-dedans. Alors, on n'en est pas encore arrivé à transformer les gens en cannibales parce qu'ils mangent des biscuits. Mais on en arrive à s'empoisonner petit à petit, tu sais. On C'est dit, vrai. bah, pas tous les produits, bien sûr, mais on dit que la multiplication de l'autisme est très due aux aliments transformés. Donc, il y a quelque chose de très coupable parmi les gens de l'agroalimentaire qui nous amène progressivement à manger nos grands-pères dans des petits beurres, tu vois. C'est Un vrai, bon mais résumé. Philippe, tu avais dit un truc intéressant dans une émission précédente, pour une fois. Non, pardon. Oui. Bravo, Non, sans pardon. blague, ça lui est Si, si, arrivé. si, je l'ai noté, je peux te montrer. Non, c'est quand tu as dit qu'on recevait les films différemment à différentes époques de nos vies. Et Oui, Dieu c'est sait vrai. si tu as beaucoup vécu. Donc tu vas pouvoir. Soleil Vert, tu l'as reçu, toi, différemment de quand tu l'as vu à l'âge de 47 ans et quand tu l'as redécouvert récemment, non? Ben évidemment, parce que d'abord, à l'époque, je l'avais vu, tu sais, au sein d'une espèce de trilogie de Charlton Heston qui était Le Oui, Survivant, La planète des singes et ouais, Soleil Vert. Donc pour moi, ouais, c'était comme les deux autres films. C'était un film de science-fiction, quoi. J'avais c'est pas vrai. pensé une seconde qu'on allait vers ça. Et aujourd'hui, quand je l'ai revu, alors d'abord, j'ai été frappé par un peu la facture du film qui est assez cheap finalement. C'est pas une énorme chose de science-fiction avec des plans larges, magnifiques. Enfin, c'est vraiment très cheap, très pauvre. Et comme le film, enfin, comme ce qui se passe dans le film d'ailleurs. Et Mais je crois que c'est un film qui fait très studio, parce que je crois que c'est la dernière fois qu'ils ont tourné au studio. C'était peut-être de la Fox à Culver City. Donc toutes les scènes ouais. de rue font un petit peu téléfilm, effectivement, mais comme disait Francis, c'est incroyablement prémonitoire et prescient. En fait, on peut parler d'abord à l'origine du commencement. C'était un livre au départ qui Mhm. s'appelait Make Room, parce qu'on voit effectivement que c'est un des gros problèmes du film, et ça, on n'avait pas vu avant ça, avant ce film. C'est comme il était obligé de marcher sur les gens dans les escaliers à cause de la surpopulation, tu vois, et ce Mhm. smog aussi qu'on voit avec cette lumière verte qui reflète également le titre, Francis. Oui, mais d'un autre côté, je suis pas tout à fait d'accord avec Philippe, là, parce que quand il dit qu'il n'y a plus rien, non, les buildings sont là, tout existe. Ce qui manque, effectivement, c'est la nourriture. Et la question que je me suis posée, moi, Et c'est est-ce que c'est l'agroalimentaire qui, voyant disparaître les tomates et tous les trucs s'est rattrapé avec ces petits biscuits? Ou est-ce qu'elle a provoqué le phénomène en se disant on gagnera beaucoup plus d'argent plutôt que de planter des trucs et d'élever du bétail en fabriquant des produits synthétiques à base de ce qu'il y a de plus nombreux dans le monde, hmm, qui est les cadavres. je sais pas, s'ils disent à un moment qu'ils ont épuisé le plancton, qu'ils ont épuisé toutes les ressources possibles et Oui, ça, ils imaginables. diront n'importe quoi, les C'est ça, lobbies, hein. ce que tu Ouais. dis, Francis, est intéressant parce que ça ajoute une couche de conspiration qu'il n'y a pas dans le film, puisqu'effectivement, Edward G. Robinson parle de catastrophes environnementales, surtout au niveau des mers et des Oui, mais ressources. bon, en dehors du fait qu'on a tous remarqué que tous les bouquins ou tous les films de fiction situent ce qui se passe de catastrophique trop tôt dans l'espace, tu vois, et dans le temps. Hmm. Je me Ouais. rappelle par exemple que le bouquin d'Orwell qui s'appelle, je crois, 1984, enfin je me trompe peut-être de date, Non, non, en c'est ça. 84, il ne s'est rien passé de particulier. Ouais. Et le meilleur des mondes d'Huxley, c'est aussi trop présent. Il devrait se méfier et passer en 2050, tu vois, ou en Hmm. 2080.
Et ça, c'est pas grave. Et ce qui est plus grave, effectivement, c'est que quand on voit, moi, je ne veux pas dire de marque, parce que ça serait dangereux, mais j'ai acheté un paquet de petits beurres récemment, pas vert, hein, mais je plaisante pas, ça. J'ai acheté un paquet de petits beurres, et les petits beurres avaient de l'huile de palme dedans. Alors, l'huile de palme, ça vous dit rien à vous, mais moi, j'ai fait un peu de médecine. C'est un truc qui te bouche les artères. C'est ce qu'il y a de plus dégoûtant, l'huile de palme. Comment se fait-il qu'un truc qui s'appelle petit beurre mette en plus de l'huile de palme? On en arrive petit à petit aux petits biscuits verts, là. Mhm, c'est vrai. C'est pour ça que le film, tu le regardes aujourd'hui avec des yeux extrêmement différents. Ça n'a plus rien de Absolument. science-fiction. C'est une légère anticipation, quoi. Bah, la grosse différence, déjà, quand je regarde le film, c'est que mes yeux sont différents parce que j'ai des lunettes. C'est vrai, ça joue. Et moi, j'en ai plus. Bravo. Mais on va parler maintenant un peu du casting, parce que c'est vrai qu'on est devenus des spécialistes des films de science-fiction de Charlton Heston, puisqu'on avait parlé de la planète des singes et qu'il va falloir qu'on fasse le prochain, le survivant, tu sais, The Omega Man, qui était formidable aussi, où il était Ouais. cette fois-ci le dernier sur Terre, fait en remake avec Will Smith. Mais on va parler du casting et peut-être un peu plus cette fois-ci de l'autre extraordinaire personnage du film qui est Edward G. Robinson, parce qu'on a beaucoup parlé de Charlton Heston dans la précédente sur la planète des singes. Donc Philippe, tu vas nous parler un peu du dernier et du 101e film et du dernier film de Edward G. Robinson. Quelle Edward sortie. G. Robinson, qui est né en 1893, quand Waouh. même, Ouais. qui était roumain et qui a tourné 117 films. Et il a tourné 117 films aux États-Unis, en France, en Italie, partout. C'était un type, c'était un globe-trotter comme ça, qui était un type qui avait tout sauf un physique de star, qui était un petit bonhomme trapu avec une tête un peu de grenouille, quoi, et qui par contre avait fait comment dire, un choc visuel aux gens quand il avait tourné son premier succès, qui était Little Caesar, où il jouait une espèce de caricature de Al Capone, et qui était un véritable monstre. Ça l'a propulsé star, mais star d'une certaine façon, parce qu'il a tourné énormément de rôles antipathiques, de méchants, de gangsters. Il avait fait Kay Largo dans le même genre de personnage. Et ensuite, il a été un peu, il a quand même élargi son registre. Il a tourné le rôle de l'agent d'assurance dans Assurance sur la mort, où il était fantastique. Il a Génial. tourné le champion de poker du Kid de Cincinnati, où il Ouais. remplaçait Spencer Tracy. Et ensuite, il y a eu plein de films complètement ineptes, nuls. Il avait fait un rôle dans un film français dont j'ai oublié le titre, mais enfin, il apparaissait comme ça 10 minutes au début du film, il mourait, et après, le film commençait. Il a fait beaucoup, ça. Et après, ça s'est fini avec Soleil Vert, et c'était vraiment une des fins les plus, pour un acteur, une des plus prodigieuses, parce qu'il mourait quasiment en direct, quoi. Puisqu'il est mort, je crois, une semaine après le tournage ou quelque chose comme ça. Et il le savait. Francis, si tu veux en parler un peu, parce que le seul qui le savait également, Oui. c'était Charlton Heston. Et quand il Ouais. est derrière cette vitre à voir son ami mourir, il le voyait véritablement mourir en direct, puisque je crois que c'est la dernière scène qu'a tourné Edward G. Robinson. Mais tu sais, avant que tu n'en parles, Francis, et on va parler beaucoup de cette scène qui est quand même la grande scène du film. Tu sais que à l'époque d'Edward G. Robinson, dans les années 30 ou 40, on savait qu'on était devenu une énorme star, quasiment une icône, quand on était transformé en dessin animé dans les Looney Tunes. Et là, tu vois effectivement des caricatures d'Edward G. Robinson dans plein de dessins animés, soit en gangster, même en extraterrestre, et c'était Ouais. arrivé à Bogart, à Gable, à plein de stars de l'époque. Et là, tout d'un coup, il passait à un niveau supérieur. Donc, c'est une carrière exceptionnelle. Et cette scène du mouroir, Francis, quand même, j'avais, quand même, ça m'a Oui. encore serré le cœur, Je, même si je l'attendais, je la voyais venir quand même. je voulais simplement dire avant que Ouais. c'est ce qu'on appelle en anglais ce film, a buddy story, une histoire d'amitié. Mm. Ouais. Parce que moi qui ai fait ça beaucoup, hein, bah, j'ai presque uniquement des hommes dans les films que j'ai écrits, hein, que ce soit Villeray, l'Ermite, Depardieu, Richard, etc. Tout à coup, j'ai vu ce couple extravagant qui est ce petit bonhomme qui est attendrissant à mourir. Et d'ailleurs, il en est mort. Mais il est attendrissant d'une façon épouvantable parce que tu as envie de le prendre dans ses bras, tu vois, dans tes bras. Et ce grand serein qui est machin, là, Charlton Heston, il y a entre eux une amitié bourrue qui est remarquablement dépeinte. Ouais, ouais. Parce que bon, quand il lui dit c'est ton tour de monter sur le vélo et que cette petite chose monte sur son vélo pour allumer une lumière, tu vois, parce qu'il n'y a plus de batterie, et que tu as ce grand connard qui part avec son petit foulard autour du cou, parce que c'est une façon de se protéger de cette chaleur étouffante, tu vois.
Mais tu sens entre ces deux mecs quelque chose qui se passe que j'envie, moi, je me dis, avoir. Parce que bon, Charlton Heston, c'est un acteur, si tu veux, qui avait tout pour lui, sauf la rareté. C'était un de ces grands mecs comme ça, costaud, marrant, pas marrant du tout, pardon, pas marrant du tout, mais enfin, il pouvait assumer les rôles de ces gens-là, hein. Robinson est tellement plus nuancé, c'est fantastique. Et tu les as côte à côte et ça fait tout à coup une chimie extraordinaire. Tu parles Ouais. du jeu de Charlton Heston. C'est vrai que moi, ce qui m'a frappé, mais, et plus que dans La planète des singes, c'est que son jeu a beaucoup vieilli, je trouve. C'est-à-dire ce côté un peu poseur, grimaçant, tu sais, Oui, viril, mais comme surtout, ça. surtout, on s'est trompé. On aurait dû lui confier le rôle d'un singe dans la planète des singes. En fait, non, non. Là, je suis méchant avec lui alors que c'est pas vrai parce que je l'ai interviewé, moi. Je te l'ai raconté parce qu'on l'a interviewé tous les deux Oui, dans c'est Au vrai. jour du Moi singe. aussi, je l'avais interviewé. Ouais, je t'avais demandé dans quelle chambre d'ailleurs. Donc, je l'ai interviewé et quand je l'ai vu, c'était effectivement une star, une vraie star. Mais seulement, il n'avait pas cette palette inouïe de ces gens comme Robinson, Peter Lorre, ces gens-là qui sont Mais pas des justement, moi, gens je qui... trouve. Est-ce que c'est son meilleur rôle, Soleil Vert, je trouve? Parce qu'il est rehaussé justement par Edward G. Robinson, et comme ce sont des vraies larmes quand il voit son ami partir, il est quand même bouleversant, même s'il est effectivement, au niveau look, autant Edward G. Robinson est magnifique parce qu'il fait un look de hipster, tu vois, il a une espèce de béret français, tu sais, de Hmm. jazzman et une drôle de chemise avec ce look de petite grenouille, autant Charlton Heston est passé un petit peu à côté avec un look un peu qui a un peu vieilli depuis, avec cette espèce de foulard dont tu parlais là, et sa casquette en permanence sur une étrange perruque quand même, tu as vu, parce qu'il fait une chaleur, on lui dit on a envie de lui dire enlève ta perruque. Non, déjà, il n'a pas fait d'erreur, il n'a pas mis la perruque sur la casquette. Parce que Même c'est ça vrai aurait été mieux. Oui. Non, il y a quelque chose de remarquable dans le couple. Ce qui fait que, tu sais, quand Ventura m'avait dit, et ça j'ai cité souvent, au moment où il remontait Brel en tournant l'emmerdeur, en le faisant répéter dans un coin du studio à Montpellier, là, et que je Vergin. lui ai dit, c'est formidable de faire ça dans l'emmerdeur, il m'a dit, quand un adversaire t'arrive au genou, tu fais un mauvais combat. Hmm. Ce qui fait que Robinson, peut-être qu'il répétait pas tous les jours avec Charlton Heston, mais il le remonte à un niveau que Charlton Heston a rarement atteint, hein. Hmm. Parce que Ouais. d'abord, la scène est magnifiquement écrite. Quand l'autre demande du classique léger, s'allonge dans ce mouroir qui, pour une fois, est quelque chose de paradisiaque, qui fait frais, c'est joli, c'est propre, tu vois. Et que l'autre arrive et se met à pleurer. Ah oui, Ils se connaissaient depuis très longtemps, hein. Ils étaient ensemble dans les Dix Commandements déjà. C'est Et je crois vrai, que oui. d'après les mémoires de Heston, ils étaient restés amis. Ils étaient restés très proches. c'est faux. Et il Ouais. avait fait les essais, comme on avait vu pour la planète des singes, pour le rôle de Zaius, mais il n'avait pas supporté le maquillage. Mais surtout, moi, pour la première fois de ma vie, en revoyant ce film la semaine dernière, je me suis dit que c'est formidable, cette scène du mouroir. Quel endroit merveilleux, comme tu disais. Alors que si aujourd'hui, il faisait véritablement des mouroirs, ce seraient des espèces de gares, de halls de gare, où on met des gens dans des placards et on se trompe, on tue les mauvais, alors on tue les gens qui viennent visiter. Ça serait un bordel terrifiant si c'était pris en charge comme ça par le gouvernement. Pas nécessairement, je veux dire, parce que le moteur de tout ça, c'est que les gens viennent mourir pour alimenter la fabrique. Ouais. Donc, autant rendre l'endroit agréable. Parce que si on disait, écoute, on va te mettre dans un placard et ensuite dans une gare, je ne sais pas d'où tu tires Oui, ces non, non, idées, non. grand. Là, on a l'impression que c'est quand même par rapport aux gens qui se font attraper par des pelleteuses, tu sais, au moment des émeutes. C'est ceux-là qui servent de biscuits aussi après, si tu veux. C'est plus que. Oui, oui, là, c'est parce qu'ils ont fait des bêtises. Ah Ils oui, n'ont oui. pas eu leur, ils ont pas eu leur soleil vert, ils se fâchent. Parce que Et là, quand, ensuite, bon. et Mais quand tu fais sinon, des bêtises, tu finis en biscuit. voilà, c'est ça. Eh Et quand oui. tout à coup, quand tout à coup, tu en as assez de cette vie, parce qu'un type qui est stupéfait par une pomme, la Mhm. réapparition d'une pomme, alors qu'on a été damné à cause d'une pomme. Pardon, je m'égare là. Mais enfin, tou- toujours est-il que quand il a vu ce steak, Ah oui. Robinson, quand l'autre revient de chez... Ah oui, il y a aussi une chose que je voulais dire, je fais un petit passage ailleurs. C'est que je vois très mal les féministes dans cette histoire où les femmes sont simplement furniture, un meuble. Ouais. Bah Mais c'est oui. formidable, j'en rêve. Louer un appartement magnifique avec Merde. une fille superbe. Non, j'ai dit j'en rêve.
On va être Attention, cancel. Ça partait si bien, on va être cancel, Philippe. Merde. non, non, parce que je dis, je ne l'accepterai pas. Je changerai de Bob si la fille est moche. Non, excusez-moi. Enfin, non, je ne l'accepterai Continue. pas. Faites-le taire. Emmenez-le au Je, vais mouroir. je vais te dire, je vais te dire, si on ne peut pas en rire, c'est dommage. Mais oui. Il paraît que ça n'était pas dans le livre d'ailleurs, ça avait Ouais. beaucoup choqué l'écrivain qui passait sur le plateau et qui glissait sous le manteau comme un ouvrage porno son livre aux acteurs et aux techniciens pour qu'ils le lisent, parce que justement il s'éloignait trop Ah, du il livre. le vendait, il le vendait. Mais tu veux dire qu'il n'y avait pas ce furniture, ces filles qui étaient assimilées à des meubles Ikea qu'il faut monter, si j'ose Non, mais dire. ça se conçoit. Étant donné, attention, attention, je pèse ce que je dis parce que je connais la fureur de MeToo, tu Du vois, et je la dragon. respecte. Je la respecte parce que je suis hypocrite. Mais quand tu vois le mouvement de balancier de l'histoire, tu vois, ce qui se passe en ce moment, qui est assez impitoyable, avec le wokisme, etc., peut-être va repartir dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on aura la chance d'avoir furniture. Non, je plaisante. Non, C'est merde. Je suis vert de trouille. Moi aussi. soleil vert de trouille, oui. Mais Moi, il c'est paraît que mon. pour terminer là-dessus, avant que Francis ne devienne fou, les C'est déjà furniture, fait. justement, c'était pas dans le livre parce qu'il paraît que pour le film, ils ont fait une espèce de réponse au mouvement de libération de la femme qui était très en vogue à l'époque et qui, justement, a été très choqué par cette partie du film. Et surtout, c'est une enquête policière. On verrait ça après dans des films comme I, Robot ou Minority Report. C'est toujours le nerf de la guerre, c'est une enquête policière. Et tu as vu dès l'instant où Joseph Cotton apprend qu'on fait des biscuits, qu'on fait des morts, qu'on fait des biscuits avec les morts, il accepte la mort justement, puisqu'il a cette espèce de hippie qui fait penser à Charles Manson ou à un disciple de Charles Manson qui arrive avec son pieu chez lui, si tu veux. Mais on a l'impression que Edward G. Robinson accepte la mort, non pas seulement parce qu'il a plus accès à des steaks ou des pommes, mais aussi parce qu'il apprend tout d'un coup le terrible secret de Soleil Vert. Oui, Peut-être, il veut peut-être. Mais plus, moi, et ce qui puis il veut m'épate, plus vivre. Il veut plus vivre dans ça- cette époque. C'est ça. moi, ce qui m'épate quand même, c'est qu'un type qui fait partie du conseil d'administration le plus élevé de cet agroalimentaire étrange ne sache pas avec quoi on fabrique les biscuits verts. C'est D'un vrai. coup, il le découvre, tam boum. Ah, c'est pas vrai. Oh, qu'est-ce qu'il fait dans ses Tu le joues conseils bien. Ouais. Mais très bien, très bien. Comment c'est pas vrai? Dans les biscuits, vous mettez ça? Oh, mais c'est pas bien. Et puis il rentre chez lui, il se met à pleurer, écoute. Moi aussi, Parce j'ai que ça pleuré. commence, finalement, c'est un film très curieusement construit, parce que ça commence comme ce que les Américains appellent un who done it. Mm. Qu'est-ce qui a fait ça? Pourquoi on a tué ce type qui est un homme? D'ailleurs, tu m'as surpris, Philippe, quand tu as dit que un des rares riches. Non, il y a des gens riches encore, c'est-à-dire ces oligarques de la mort cannibaliste, là. Oui, Ce mais sont des gens qui ont des beaux on sent pas qu'ils sont appartements. des millions, hein. Ces Non, ils sont oligarques pas de la mort il y a cannibalistes. pas, Il faut le dire avec il y la a- voix de Nougaro, Francis. Mais c'est vrai que non, je veux dire, il n'y a pas des milliards de Elon Musk ou de Bernard Arnault. Non. mais Voilà, c'est les 1%. Il fait partie des 1%, effectivement. c'est ça. Mais comme tu dis, c'est curieux qu'ils ne sachent pas, effectivement, Oui, ouais. Mais tu as vu, oui, il a un garde du imagine, corps. attends, pardon de te couper, mais imagine Ouais. qu'on dise à Bernard Arnault, vous savez que vous êtes devenu riche en achetant des trucs de luxe? Non! Que ça stupéfait. Mais tu as vu son garde du corps, Philippe, c'est Chuck Connors. C'était un acteur qui Oui, avait fait des westerns à la télé, qui ressemble un peu à Dolph Lundgren, j'ai trouvé cette c'est fois-ci. ça, un peu Jack Palance aussi. C'est C'est un vrai, bon acteur, c'est un bon il est acteur, mais en bien. plus, il est plus grand que Charlton Heston. Oui, c'est vrai, Ouais, exact. ouais. Il devrait être immense. Il est plus grand que Robinson. J'avais pas remarqué ça. Voilà. Mais moi, je voudrais parler très brièvement, Francis, d'un metteur en scène que je trouve un petit peu mésestimé parce qu'il a œuvré dans tous les genres et qu'il a fait vraiment des films très mémorables quand même, qui est Richard Fleischer, donc le metteur en scène qui était le fils de Max Fleischer, le créateur de Betty Boop, qui avait fait également des comics sur les Superman et tout, et plein de formidables dessins animés. Et ben son fils a fait des films formidables, très différents, comme justement Les Vikings, tout d'un coup, L'étrangleur de Boston, Ten Rillington Place, tu sais, ce film avec le
serial killer. Donc il s'est illustré dans tous les genres et on parle assez peu de lui, justement peut-être parce qu'il n'avait pas un style ou une signature précise. Et tu sais, c'était un type extrêmement modeste, parce que moi, je l'avais rencontré un jour, c'était un festival, je sais plus où, et je le présentais, moi, un de mes premiers films, un premier téléfilm, je sais plus, et lui présentait, non, c'était pour son œuvre, il avait un prix pour l'ensemble de son œuvre. Et donc, il était venu avec sa femme, et à un moment, on devait faire une émission de radio ensemble, et je me suis retrouvé dans une petite salle, tu sais, en attendant le début de l'émission, et évidemment, j'étais avec Richard Fleischer, en tant que cinéphile, j'étais comme un ouf, tu vois, et je commençais à lui poser des questions. Et il était très évasif, très gentil, mais c'est genre, on va pas parler de ça, c'est de la vieille histoire et tout. Et il a commencé à m'interroger moi. Genre, C'est mais vous, drôle. qu'est-ce que vous faites en ce moment? Juste une question. Est-ce qu'il t'a offert un biscuit? Oui, mais il était pas vert, il était orange. Ils ont l'air meilleurs, les petits biscuits orange, t'as vu? Il y en Ouais, a c'est des Oui, vrai. c'est meilleurs dans vrai. son film. Qu'est-ce qu'ils mettent dedans alors? J'ai pas compris. Ben Bah si, non, parce que Alors, soy, le titre anglais Soylent, c'est un mélange de soy qui est soja et lent qui est lentille. Donc c'est censé être à base de soja et de lentilles. Mhm. mais ça, non, c'est pas ça que je veux dire. Pourquoi est-ce que les oranges sont différents des verts? Ils mettent des agonisants dans les oranges et des morts dans les verts. C'est vrai, c'est Non, c'est pour. étrange. À moins que ce ne soit que les verts où il y a des morts, justement, et que les autres soient à base de En légumes. général, les verts sont dans les morts. Non, mais enfin, de Hmm. toute façon, quoi qu'il arrive, on se posera toutes ces questions un autre jour parce que c'est quand même une espèce de chef-d'œuvre, le film. Oui. Avec ses imperfections, évidemment. Parce qu'il y a des moments que j'avais oubliés complètement. Toi aussi, je suppose, non? Oui, 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 moi je me rappelais comme tout le monde l'agonie, la fin sur les tapis roulants, là, tout ça. Enfin, je me rappelais des images, tu vois. Eston qui Ouais. descend les escaliers avec plein de gens dessus. Ah, C'est ça, c'est purement des fort. images, en fait. Ouais. Mais c'est Mais oui, étonnant parce que oui. il a fait également Monsieur Majestic, tu sais, avec Charles Bronson. Il a fait 20 milieux sous les mers. Il a fait et la même année que Bonnie and Clyde, qui marque un petit peu la naissance du nouvel Hollywood, il fait un film qui est très vieil Hollywood, qui est Docteur Dolittle avec Rex Ouais, c'est vrai. Harrison. Et c'est vraiment la mort d'un certain cinéma et l'arrivée d'un autre cinéma. Donc peut-être qu'il a eu du mal à faire la charnière aussi, mais en tout cas, il a fait plus de 50 films donc, et il a travaillé toute sa vie et de façon Et spectaculaire. j'ai une question à vous poser, vous qui êtes cinéphile. Est-ce qu'un type qui arrive à faire tous les genres à la fois est plus intéressant qu'un type qui a une vision et qui reste relativement dans un certain canal d'inspiration? Moi, je préfère ceux qui restent dans un canal d'inspiration parce Ah, moi que, aussi, moi ouais, aussi. ouais, ouais. Oui, mais moi, mon metteur en scène préféré, c'est Kubrick, et il s'est illustré à chaque fois dans un genre différent, quasiment. Oui, mais c'est du Kubrick tout le temps. Oui, c'est Tandis que vrai. tu diras pas, ça c'est du Fleischer. Ouais. Mhm. Tu diras que c'est du Hitchcock, par Hmm. exemple, même si Hitchcock fait autre chose. Mais il reste que c'est un film d'Hitchcock. Oui, oui. Kubrick, c'est particulièrement ça d'ailleurs. Le film de Kubrick, qui fasse Lolita ou qui fasse Folle Amour, ça reste du Kubrick. Ouais, Ah c'est oui, c'est vrai. vrai, dans la façon de filmer qui est très frontale, dans la composition de plans et tout, tu reconnais tout de suite Kubrick, quel que Ouais. soit le Ouais. genre. Mais j'ai trouvé quand même dans la modernité du film, toutes ces images au début qui sont des images d'archives qui nous montrent le monde tel qu'il était avant, justement, Ouais. la pollution, le désordre social et tout ça. C'est magnifique parce que c'est un peu le début de tous les films de zombies après par la suite, où en général on montre des images d'actualité et cette sur-industrialisation ou cette nature qui s'affole. Si tu veux, ça on le montre à chaque fois pour tous les films de zombies maintenant. Donc ça a un peu commencé avec Soleil Vert, je trouve. Ouais, Je c'est me vrai. pose la question maintenant que tu le dis, on ne voit à aucun moment le monde se dégrader dans les images projetées. Ça commence quand même à la campagne, sur ces images projetées. Non, tu parles des images projetées dans le mouroir ou au début du Oui, film? oui, Ah non, là, dans dans le le mouroir, mouroir. c'est simplement le monde dans ses plus beaux habits qu'on montre à cet homme qui Voilà, part, voilà, si tu veux. voilà, C'est voilà, autre voilà. chose, tel qu'il était avant. Mais je te parle au début, la séquence de générique qui ferait justement, qui fait écho à tous les films de zombies par la suite, c'est qu'on commence par une image assez idyllique et petit à petit, la pollution arrive, l'effort les voitures, tu vois ce que je veux dire, l'industrialisation vient se coller dessus et on voit ce monde qui devient fou et qui devient de plus en Ouais. plus tragique comme dans les Mad Max. Mad Max commence comme ça aussi, ça c'est très bien fait. Oui, mais je dois avouer que j'avais oublié ce pré-générique-là Ouais. et Mm. que je me souvenais surtout des images superbes du mouroir, en fait. Ouais, ouais, Bien bah, sûr, comme tout avec le monde, hein. Mm.
Mais ça, avec la Voilà. musique classique, quoi, c'est absolument magnifique. C'est la première fois aussi dans un film qu'on voit un jeu vidéo. Tu as vu, Philippe, un jeu qui s'appelle Computer Space, où justement ce Oui. 1%, c'est 1%, Joseph Cotten et son meuble, elle joue à un moment à Computer Space, et c'est les riches qui jouent aux jeux vidéo, c'est drôle. Et Francis, alors moi, je voulais te poser une question, et à Philippe aussi. C'est que la scène où il mange, qui est quand même une très très grande scène où Edward G. Robinson revoit tout d'un coup ses produits qui n'existent plus, tu vois, et commence à raconter à Charlton Heston, qui me parle. Charlton Heston a 50 ans dans le film, donc il connaîtrait quand même le monde d'avant, d'une certaine manière. Il s'en rappellerait peut-être quand il était petit, non? Il joue pas 50 ans, hein, il Non, il joue, joue pas bien, 50 ans. il joue 35 ans, 22? 38 ans. Il joue Ah, c'est 38 ça, ans, tu ouais. vois. Ouais. 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 Mais dans cette scène, en fait, là où je voulais en venir, c'est que cette scène, c'est une improvisation, justement, avec la viande, avec qu'est-ce que tu penses de l'impro? Il n'y a jamais d'impro dans tes films, Francis. Toi, tout à coup, les acteurs t'amènent quelque chose comme ça, est-ce que tu le prendrais éventuellement, ou c'est contre ta religion, furieusement, pour C'est toujours? pas ça, c'est que, en fait, moi, je suis un maniaque, tu le sais, tu en as Ouais. assez souffert, mais ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où tu construis un scénario, tu sais que si on apporte quelque chose, la fusée qui au départ a tout à coup 1 centimètre, tu vois, de déplacement, arrive à 300 000 kilomètres du but dans la construction. Donc j'ai toujours peur de l'improvisation, moi. Surtout que c'est Oui, très très rare les acteurs qui savent le faire, hein, en plus, quand même. oui, c'est vrai. Ouais. Bah, il y a des gens qui sont des vrais spécialistes. Par exemple, Best in Show, là, le film de Christopher Guest, c'est ça? Mais je connais Oui, c'est pas. ça, exactement. Je dis rien, c'est que c'est bon, comme à l'école. Tu l'as pas vu? Best in Show, c'est Non, le show sur les chiens, là. Non non, Ah, mais c'est non. un film. Francis, pour donner un exemple à Philippe, parce que c'est la même chose que ce que tu dis, quand tu vois Curb Your Enthusiasm, tu sais, de Ouais. Larry David, c'est tout en impro, mais tu vois quand même, il leur donne un squelette de scène, ils savent qu'ils Oui, partent d'un point A Hmm. pour arriver à un point B, et à peu près ce qui se passe oui, au milieu. Et après, tout le monde part comme des virtuoses, et font ça de façon spectaculaire, mais c'est autre chose. oui. C'est pas Oui. tes horlogeries, tes petites mécaniques folles que tu construis. Avec des petites pintes fées. Mais enfin, non, en fait, ce qui est étonnant surtout, c'est que l'inverse de ça, c'est Billy Wilder qui disait à un acteur qui faisait une tradition. Tu sais, une tradition, c'est quand tu changes un mot, ou que tu trouves un truc que tu crois marrant. Hmm. Il le stoppait, il disait couper, et il disait, tout ça, vous le savez. Il disait, moi, j'ai passé 3 heures pour écrire ma réplique. Vous avez mis 3 secondes pour trouver la vôtre. La mienne est peut-être meilleure que la vôtre. Donc, il y a des gens, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très maniaques sur leur texte et ils ont raison. C'est-à-dire Le seul il y a moment, plusieurs écoles, parce que Judd Apatow fait aussi de l'impro avec ses acteurs, et c'est pas les il garde ce qu'il y a de plus scénaristes. drôle. Voilà. Non, c'est autre chose, c'est une autre façon de travailler, effectivement. Je te Ouais, vois ouais. pas sur le plateau cherchant des trucs drôles, vu comme tu as souffert avant sur ta feuille, si tu veux, c'est sûr. Là, sur ta feuille, j'ai l'impression que tu parlais d'une feuille de vigne et je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte? C'est grippe de ma vigne. Mais Philippe, toi, tu as fait de l'impro sur tes plateaux? Très rarement, parce que une fois j'avais tourné avec des comédiens comme ça qui s'entendaient très bien sur le plateau, qui rigolaient tout le temps ensemble et tout. Et un jour, j'avais eu l'idée conne de leur dire essayez de reproduire ça dans cette scène, oubliez le dialogue qui a été écrit et reproduisez ça. Et Ouais. ça a été un désastre total au point qu'on a dû retourner la scène le lendemain parce que c'était Ah ouais. Ah complètement oui, intelligent. ouais, ouais. Tu vois, donc tu vois, ça m'a Ah, servi c'est de la leçon totale. pour toute ma vie, ça. Non, Ouais. il y a des mots que certains acteurs ne peuvent pas dire en scène et là, tu peux le changer, évidemment, Oui, si oui. ça t'est arrivé. Qu'est-ce que vous Ouais. faites comme encolure? Je me rappelle, tu te rappelles cette histoire dans L'Emmerdeur, oui. Ouais, ouais. Je l'ai raconté trop souvent. C'est que j'avais écrit, qu'est-ce que vous faites comme tour de cou quand le suicidaire, oui, c'est-à-dire Brel, voulait offrir une chemise à Ventura. Et sur scène, c'était un type qui s'appelait Le Poulain, qui était un acteur d'excès comme ça, il avait fait des trucs dans le genre Seul les tilleuls mentent, tu vois, des trucs comme ça. Le Poulain, donc, est arrivé sur scène et dit, qu'est-ce que vous faites comme trou de cou? Je lui dis, oh là, non, 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 ça va foirer cette histoire. Et je lui dis, tu sais, Jean, je préférais que tu dises, qu'est-ce que vous faites comme encolure? Il dit, enfin, Coco, Poussin, Lapin, il m'appelait comme ça. Enfin, Coco, Poussin, Lapin, je suis un grand professionnel, moi je peux le faire, ça, qu'est-ce que tu crois de ça? Bon, je vais trop raconter, mais je l'abrège. Première représentation, qu'est-ce que vous faites comme tour de cou, ça passe. Deuxième, qu'est-ce que vous faites comme trou de cou? Je dis, oh là là, ça va mal. Et troisième, c'est sorti net, net, net. Qu'est-ce que vous faites comme trou du cul? Alors donc, on a remplacé ça par encolure, tu vois.
Mais ça, tu es obligé sur le plateau, si l'acteur a du mal, de lui demander de changer de mots. Tu le faisais souvent aussi, toi. Ah oui. Il y a un truc qui est très enfin, qui est très dur, c'est ce ils ont fait le coup aussi à John Cazale sur Voyage au bout de l'enfer, c'est que tout le monde sait que c'est la fin, si tu veux, Cazale à cause du cancer, et Edward G. Robinson qui avait donc un cancer de la vessie malheureusement, et ils lui font tourner les scènes en premier en fait. Parce qu'ils savent qu'effectivement, il Ah ouais. tiendra peut-être pas Ah toute la ouais. durée du tournage. Et il y a un truc que fait Charlton Heston qui donc, parce que donc Charlton Heston cache sa maladie donc à toute l'équipe, et Charlton Heston chaque jour lui offre des vins et des fromages venus du monde entier. Donc il a peut-être accéléré sa mort du coup, sans le savoir. Oui. La jeune femme qui fait le furniture, justement, c'est Lee Taylor Young. Elle est très très belle quand même. C'est elle qui jouait dans I Love You, Alice B. Toklas. Tu l'as vu celui-là, Philippe, avec Peter Sellers? Non, mais j'avais vu Les Cavaliers d'après Joseph Kessel où elle était superbe. Elle jouait Ah ouais, une fille afghane. Elle était vraiment extraordinaire dans ce film. elle est magnifique. Mais Francis, ils font un truc très Hitchcockien dans le film, c'est qu'ils prennent quand même un acteur de la trempe et de la classe, même s'il est en fin de carrière lui aussi, de Joseph Cotton, et ils font mourir comme Janet Leigh très tôt dans le film. En fait, c'est un film qui, comme les films de Shyamalan par la suite, est un film qui repose sur un twist, comme tu disais, et c'est difficile effectivement de revisiter les films à twist d'une certaine manière. Et puis, tous ces films, quand tu disais Alien, ou même on peut parler de La Douche de Psycho, c'est des films qui ont leur pic à ces moments-là et qui après retombent un tout petit peu d'une certaine manière. Tu disais ça aussi pour Seven, après un des meurtres, ça devenait un petit peu répétitif. Oui, c'est pas Ouais. exactement ce que j'ai dit. J'ai dit que Seven avait un handicap qui est que le plus spectaculaire, c'était la gourmandise. Ouais. Le Oui. type est obèse et meurt la tête dans un plat de spaghetti ou de ravioli. Ça, Spaghetti. c'est très... Mais pour montrer la luxure, pour montrer l'orgueil, etc., c'était plus compliqué parce que c'était pas aussi spectaculaire, en Ouais. fait. Ouais. Il y a un truc qui m'a frappé, moi, sur le sujet du film, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est que à la fin, quand Charlton Heston, qui est devenu une espèce de figure de messie, tu vois, découvre la tragédie, qu'il est blessé à mort, visiblement, et qui se Ouais. met à crier Silent, silent is people. On aura envie d'une conversation derrière, parce qu'on lui dit, et alors, tu as une solution de rechange? Il n'y a pas de solution C'est de bon? rechange à ce C'est stade. bon? Voilà, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Quand il dit, il faut que les gens sachent. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on fait quand ils savent? Ils continueront de bouffer C'est une du. espèce de guide Michelin du soleil vert, en fait. Voilà, c'est la seule solution. De toute façon, on rit parce que, bon, c'est vrai qu'il y a toujours dans les films d'intensité dramatique une façon d'en rire, parce que c'est une façon de se dégager du drame. Mais c'est quand même un film bougrement dramatique, hein, parce qu'on n'en est pas loin de tout ça. C'est Mais ce que je attends, te dis, justement, ouais. Francis, je voudrais rebondir sur ce que tu dis, parce que le Covid, on voit sur les verts tous ces gens qui ont des masques sur le visage à cause de la pollution, et qu'après avoir vécu le Covid, on reçoit sur les verts de façon très différente, effectivement, avec ces mouvements de population et ces lockdowns. Ouais, ouais. Ouais, c'est difficile à manger en plus avec un masque. Enfin, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est un beau film, parce que j'ai eu l'impression de vouloir un peu déconner comme ça, mais c'est pas vrai. J'étais très touché par le film, moi. Toi aussi, Philippe. Ouais, oui, mais bien sûr. Et puis ce côté, je te disais, c'est plus de la science-fiction, quoi. Donc on est doublement touché. Ça Voilà. pas on est, quoi. Ouais, ouais, c'est Ouais. vrai. Tu vois? Le type, Philippe, qui l'accueille dans le mouroir, c'est Dick Van Patten, qui jouait dans Westworld et qui a fait une série télé très connue. Il est formidable aussi, cette espèce de fonctionnaire. Et il Mm. était Ouais. bouleversé parce qu'il était très admiratif d'Edward G. Robinson dans la vie et il sentait que c'était la fin. Et il arrêtait pas de lui dire Bonjour, bienvenue, monsieur Robinson, au lieu de l'appeler du nom de son personnage dans le film, si tu veux. Donc ils ont dû refaire la prise plusieurs fois parce Ça me fait qu'effectivement. rire, mais c'est des trucs. Ces gens qui meurent très près de la fin d'un film, tu vois, hein. C'est Ouais. bouleversant. Regarde, tu parlais de Kubrick, il est mort combien de temps après Eyes Je Wide crois on Shut? dit 6 jours, mais Philippe, on parlait aussi de John Wayne dans The Shootist, tu sais, le Il est film. mort longtemps après, lui. Il est mort deux Ah, ans il est mort après longtemps le après, mais shooting. c'est quand même Il son n'a pas dernier fait autre film chose. aussi. Il n'a pas fait d'autres films. Ah ouais, mais il Ouais. a bien réussi sa sortie aussi, comme Edward G. Robinson, effectivement. Ouais. Ce qui est très étonnant, ce sont ces scènes de rue, justement, où tu as vu, c'est de la police et a des drôles de looks rétro-futuristes avec des casques de football américain, mais ces pelleteuses qui arrivent et qui ramassent ces gens, c'est quand même très très bien foutu, ça. Sans Ouais, ouais. CGI, sans C'est son pas, nom. c'est pas si cheap que ça, hein, Non, finalement. non, Tu disais c'est c'est vrai. cheap. C'est quand Non. même déjà l'idée de mettre des gens en grappe dans un escalier comme ça. Ah oui, ça, Ouais. c'est superbe.
C'est super. Ouais. C'est pas cheap, c'est. Tout le camp Non, de non, quand je dis rationnement, cheap, quand tout. je dis cheap, c'est un peu Ouais. tu vois, la photo, tu vois, les idées, comme par exemple le nuage vert qui passe sur tous les extérieurs, que je trouve pas très heureux. Tu sais, une Mm. espèce de brume rajoutée en post-production Ah qui est ouais, bien. ouais, ouais. C'est pas, voilà, c'est ça qui empêche. Tu vois, la planète des singes souffrait absolument pas de ce genre de truc. Il était nickel, techniquement Ah parlant. ouais. Celui-là a des trucs un peu C'est vieillots, vrai. quoi. Mais Ce qui est bien fait, c'est les mouvements de foule. Ça, c'est quand même tout ce qui est la oui, figuration oui. bouge très très bien. Et il y a un truc que j'ai remarqué, tu parles de la planète des singes, Francis, c'est scénaristiquement, c'est étonnant et c'est peut-être lié au personnage de Charlton Heston, mais qui joue Taylor dans la planète des singes ou qui joue ce personnage qui joue là dans ce film-là ou dans Omega Man, c'est souvent un type assez antipathique quand même, qui bon, a Oui. tout d'un coup des moments d'humanité, redécouvre peut-être son humanité perdue, mais il n'est pas très sympathique comme personnage Charlton Heston. Jamais. Ouais, C'est très curieux parce que là, je suis en train de lire un livre que tu m'as offert, qui est The ouais. Hellraisers. En fait, Hellraisers, c'est les fouteurs de merde. Il faut appeler ça comme Mm. ça. C'est-à-dire, c'est les quatre, Burton, O'Toole, Harris, Richard Harris. Et le quatrième, c'était Oliver Reed. Oliver Reed. Oliver Oliver Reed. Reed. C'était des gens insupportables. Ouais. Ils arrivaient sur un plateau ivre-mort, ils foutaient la merde, etc. Mais Harris, qui avait tous les culots, il y a un chapitre où il arrive et il se retrouve en face de Gary Cooper et de Charlton Heston dans le même film. Et lui est débutant. Et l'auteur dit, il a été tellement sans gêne et pour le moment déjà très, très, très empoivré, tu vois, qu'il dit ça va, comme ça aux deux mecs. Et ensuite, il dit, en parlant d'Heston, il n'est pas sympathique du tout. Il est, il est sec, il est raide et il boit pas. Là, effectivement, c'est un défaut énorme pour lui. Donc, il pouvait pas les saouler avec lui. Philippe, c'est sur Major Dundee, non? Je suis sûr, c'est ça? Oui. Ouais, Richard Ouais, Harris et Heston, oui, ils ouais, étaient ouais. en co-vedette, là, cette fois. Ah, c'est ça, ouais. C'est formidable, formidable parce qu'effectivement, ça se voit. Et puis, ce que je regrette, c'est qu'il n'est pas un revolver en étant flic, alors qu'il était dans la Rifle and Guns Association après, que c'est Mm, le responsable de tout un tas d'horreurs en Amérique, entre autres. D'avoir tellement de pistolets chez soi, c'est un peu grâce à ce genre de personnage. mm. Ouais. Ouais. C'est vrai que ça l'a gâché son image et sa fin de vie, tu vois, parce qu'on va garder que ça, en fait, comme image des générations qui viennent et tout. Ça va Ouais, c'est rester triste. Moi, le non, mec je crois au qu'on se flingue, rappelle, quoi. oui, c'est un petit peu comme Paul Newman avec les sauces pour spaghetti et les pop-corn. Les gens savent plus qu'il est acteur et savent juste Mm. qu'il a des produits dans les supermarchés. Mais c'est vous qui disiez dans un podcast, ah non, non, c'est Rochefort qui a raconté dans Ah une bon? émission de télé, oui, c'est Rochefort qui a raconté à propos justement de ce que vous avez fait comme podcast sur l'éléphant ça trompe, là. Il disait que, bon, il était un grand amateur de cheval, et vous en avez parlé, et c'était un professionnel quasiment du cheval, et il connaissait des palefreniers, des gens quand il allait travailler, il adorait ses chevaux. Et il y a un type qui l'a revu, ensuite, un de ses employés, qui lui dit, il l'avait vu à la télé. Je savais pas que tu étais acteur, tu vois, hein. Et il a dit, C'est joli. c'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. C'est la même chose pour les sauces tomates, c'est la même chose pour tout ça. C'est dangereux Mais tu sais que c'était arrivé, cette même genre d'histoire à Charlton Heston, justement. Quand il était jeune, tu sais, il avait fait sous le plus grand chapiteau du monde avec Cécile B2000, et il Ouais. jouait celui qui dirigeait le cirque, le manager, enfin, je sais plus comment ça s'appelait. Et un jour, il se promenait sur Hollywood Boulevard, le film venait de sortir, et il se fait aborder par une vieille dame qui lui dit: Ah, je vous ai vu dans le film, là, c'est incroyable ce que vous faites. Il dit: Mais vous allez devenir un acteur professionnel ou continuez à vous occuper du cirque? c'est formidable. Et Pierre Richard m'a raconté que un jour il avait rencontré un de ses fans sans doute, tu vois. Donc tout celui comme ça, il dit, c'est moi qui vous ai vu hier à la télévision. Il lui a posé la Ouais. question. Il le connaissait, non, sûrement. Et il y Oui, avait en une tout cas. autre histoire qui était arrivée à Pierre Mondy. Parce que Pierre Mondy était un magnifique acteur, mais il faisait partie de ces acteurs que les gens arrivaient mal à cadrer. Il avait fait beaucoup de choses, etc., tu vois. Et il y a un type, il était attaché dans une septième compagnie quelconque à un arbre, comme ça. Et il y a un type qui l'observait. Et je connais ces regards, tout à coup, les gens qui vous ont reconnu, tu sais. Il a regardé comme ça, mais il se posait la question. Et tout à coup, il a deviné qui était Pierre Mondy. Et il lui a dit, et ça c'est raconté par Pierre, il me l'a raconté à moi, il lui a dit, vous êtes Pierre Lino Ventura Mondy.
Quel drôle de Pierre Dino Ventura Mondil. Pour revenir à notre film, ce qui m'a frappé, j'avais oublié cette dimension, c'est le côté thriller parano aussi des années 70. Tu sais, on est en plein les 3 jours du Condor, ça va arriver aussi à cause d'un assassinat à propos ces jours-ci. Mais c'est vrai que on a cette ambiance très Watergate, très parano qu'on avait dans tous ces films des années 70 et où les héros meurent à la fin en général. Vous pensez qu'il meurt, Charlton Heston à la fin ou pas? Oh, je Oui, pense, oui. Oui, oui. oui, Ouais. oui. Oui, oui. Ouais, Il est c'est toujours. messianique, là, tu vois. S'il Ouais. mourait Ouais. pas, C'est comme dans Le Survivant, tu sais. Ouais. Omega Man, à la fin, il meurt crucifié dans une fontaine, tu te souviens, avec un pieu en travers du corps, dans Ah la ouais, c'est position ça. du Ouais, ouais. Christ. Ouais, Là, ouais. c'était 100% assumé, là. Ah, c'est exactement, ouais. Mais ce qui est très beau, c'est c'est quand Edward G. Belmondo. Robinson. Pardon, vas-y, Francis. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est Pas Belmondo grave. qui a exigé de mourir dans le professionnel. Ouais, mais ça, on en a Mm. beaucoup parlé à l'occasion du professionnel, effectivement. Ouais, ouais. Donc, non, moi, ce que je voulais savoir, c'est ce qui est drôle, c'est quand il arrive dans le mouroir et qu'il dit, qu'il demande les full 20 minutes. Et l'autre lui Oui. répond garantie. T'as vu, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs formats en fait. Tu peux avoir une version accélérée. Moi, j'imaginais si j'arrivais, genre, je serais derrière un mec qui a plein de coupons. Tu sais, ça durerait des heures et tout. Non seulement tu viens pour mourir, en plus tu es obligé de faire la queue comme un con. C'est drôle. Mais on n'en est pas loin avec maintenant l'euthanasie qui se profile de plus en plus. C'est-à-dire que en Belgique, en Suisse, en Amérique, dans l'Oregon, tu peux faire des démarches pour qu'on te tue. Hmm. Oui, C'est-à-dire ça aussi, c'est visionnaire d'une certaine manière. Ouais. bien sûr, bien sûr. Bah, tous ces films dystopiques, on voit ça également aussi dans l'âge de cristal, tu sais, où à partir de 30 ans, où tu vas mourir au carrousel ou je sais pas quoi. C'est toujours. Et là, en plus, c'est la dimension film policier qu'on retrouve dans Blade Runner, qu'on retrouve dans Robocop. Donc c'est vrai que c'est un film qui est incroyablement moderne. Et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il n'avait jamais été fait en remake, contrairement à tous les films qu'on a cités précédemment, quasiment. Mais c'est parce que justement, c'est tellement réaliste aujourd'hui, peut-être que c'est On est en train de difficile. on est en train de le vivre, Ouais, le remake, on tu est vois. dedans, ouais. Ouais. Ouais, Et puis une fois qu'on connaît le postulat, c'est plus possible. oui, c'est vrai. C'est vrai, tu peux pas refaire un film où un postulat est aussi présent. Parce que la plupart des gens maintenant ont vu ce film et ils sauront comment ça se passe. C'est des Je morts sais dans pas, il n'y des a pas de règle, biscuits. parce que je me demande si les jeunes générations connaissent ce film. Et je m'étais dit, maintenant c'est peut-être trop tard, mais si tout d'un coup tu avais le dernier rôle de Jack Nicholson dans le rôle de Saul et un formidable jeune acteur face à lui, moi ça m'aurait intéressé éventuellement, parce que je suis pas fatalement opposé au remake, contrairement à d'autres dont je tairai le nom. Non, je Hmm. plaisante. Toujours menaçant. Non, non, mais c'est vrai, ça m'avait surpris qu'il n'y ait pas eu un remake, mais effectivement, comme dit Philippe, c'est parce que comme on est dans une version qui est très proche maintenant de ce qu'il y a ce qu'on nous montre dans le film, peut-être que ça n'a pas le même appel, effectivement. Ouais, ouais. En fait, le film aujourd'hui, comme on disait, c'est plus de la science-fiction, c'est une extension de notre réalité, tu vois. Hmm. C'est-à-dire, Ouais, ouais. voilà, ça peut aller que vers ça, quoi. Ouais. Mais Le meilleur des mondes, c'est un très, 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 très beau roman aussi. Tu l'as lu ou pas, non? Il me semble, mais il y a Le très truc longtemps. de Aldous Huxley. Ouais, Ouais. non, je m'en souviens plus. Parce que c'est le thème est, ben, je sais pas si on en a fait un film, mais c'est que c'est un monde où, avec la chirurgie esthétique, avec tous ces trucs qu'on peut arriver à faire pour essayer de combattre la laideur de l'âge, on arrive à faire des gens qui, à 100 ans, par exemple, sont encore très beaux, et boum, ils s'éteignent. Et le meilleur des mondes, c'est simplement un bateau qui fait naufrage et une mère et son fils qui se retrouvent sur une île déserte et qui, pendant des années, arrivent à survivre. Et puis il y a un autre bateau qui passe au large et qui les recueille. Mais la mère, elle a l'âge d'une femme elle a l'apparence d'une femme de 80 ans. Alors que les femmes de 80 ans ressemblent toutes à Raquel Welch jeune, c'est-à-dire que Mhm. c'est des faillants. Et ils arrivent comme des monstres dans ce monde-là. Donc c'est aussi une belle anticipation. Parce que l'autre jour, j'ai déjeuné en bas de chez moi dans un bistrot et il y avait un championnat du monde de chirurgie esthétique raté. C'est-à-dire que tu avais une vingtaine de femmes assises à table, elles avaient toutes entre 75 et 80 ans, et tu regardais le travail cosmétique, c'était monstrueux, tu vois, hein. On se rapprochait du meilleur des mondes. Ouais, ouais.
Ah, ouais, mais c'est étonnant, tu parlais aussi de 1984 dans le genre visionnaire. C'est le dernier rôle de Richard Burton, 1984, face à John Hurt. Donc il a bien réussi, c'est sorti aussi avec un film dystopique, ouais. Ouais, ouais. Ah oui. Oui, je ne sais pas pourquoi je pensais à John Hurt à propos de... Ah si, si. Partners? Parce que Hmm. non, non, non. C'est parce que je vous ai cité l'exemple de choses qu'on ne peut pas oublier, c'est-à-dire ce monstre qui sort de son ventre. Il y Ouais. avait un autre film dont j'ai oublié le titre et qui était totalement une surprise. Et il était tellement facile à gâcher, celui-là, à spoiler, comme vous dites, Hmm. que c'était un film où tu avais une femme dont un homme était effroyablement amoureux, et à un moment donné, elle retirait son slip, et c'était un homme. Ah oui, The Crying Game. C'est ça. Voilà. Hmm. Et ça, si tu le dis aux gens, ils se te foutent le film complètement par terre. Bah, Il y c'était avait eu le. un dessin il y avait eu un dessin humoristique dans la presse américaine où on voyait un spectateur qui hurlait, tu sais, avec une gueule déformée, il faisait It's a guy en montrant l'écran. Bah, c'est le principe de la fameuse bande-annonce de Alfred Hitchcock qui disait vous ne serez pas admis dans le cinéma après que le Hmm. film ait commencé pour Psychose, tu vois. Parce qu'il voulait pas que les gens, effectivement, balancent le twist avant. Donc c'est vrai que ça entache un petit peu la deuxième vision d'un film quand on sait ce qui s'est passé. Quoique les gens revoyaient le sixième sens pour vérifier si ça fonctionnait bien le fait que Hmm. Bruce Willis était mort. Spoiler C'est ce alert. que j'ai fait, moi. Ah oui, J'avais revu exprès pour me dire est-ce qu'il a triché ou pas. Ouais. ah oui, Et ça oui, marche, mais non? Ouais. c'était ambigu d'ailleurs, parce que c'était bien fait déjà. Ouais. Ouais. Mais on se demandait comment, parce que c'est un très bon film déjà. Ouais. Formidable. Bien, merci mes cinébuddies pour ce voyage fantastique. On se retrouve de l'autre côté, très vite, pour un nouveau show grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez Kinopod. Et surtout, n'oubliez pas aussi de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod de YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff, son Katia Lazareva. Et maintenant, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Philippe Sedbon, merci de votre attention. Francis Weber, j'ai pas pu m'empêcher de déconner un peu, mais c'est un peu mon métier aussi. Ouais. Personne ne t'en tiendra grief. Parfait, je suis Jean Weber pour Kinopod. C'est fait à base de gens. It's people. Et maintenant, tu es le soleil de ma vie. Tu es le soleil de mes jours.